Moi, j'en fais partie. Moi, j'ai beau être un expert méta, mais je suis jamais sur Instagram et sur Facebook. C'est ça qui est fou. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on va être normalement accrédité aussi YouTube Masters, donc en fait, qui est l'équivalent de Google Partners, mais pour YouTube, tu vois. 60% des utilisateurs de YouTube Short ne sont pas sur Instagram Reels. Ils n'ont pas publié une seule vidéo depuis, je crois, c'est septembre 2023. Ouais. 2025, ils ont fait 300 000 vues. Ah, c'est énorme. C'est ce que je fais en une année, je pense. Tu pourras plus dire je fais une stratégie méta sans faire de stratégie YouTube. Ah, it's Bardi. Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast avec Pierre-Baptiste de Seos. Salut. Tu fais ton retour? Bah écoute, le retour, exactement. C'est quoi, un an qu'on n'a pas enregistré ensemble? On avait enregistré en mois de mai, on avait parlé de Google, de à quel point la plateforme évoluait. Je pense qu'il y avait leur grosse conférence, vous avez fait pas mal d'annonces sur le AI Overview, sur le AI Mode. Ouais. Et je me rappelle que tu avais donné pas mal d'avis là-dessus. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez toujours aller voir l'ancien épisode qu'on avait fait. Et là aujourd'hui, tu reviens pour parler de YouTube. C'est ça. On en parle de plus en plus en ce moment. Et c'est marrant parce qu'en plus de ça, il y a, tu parles des AI Overview. Quand j'étais venu, ils annonçaient que ça sortait. Et on l'avait toujours pas en France. Et là, on est genre un an et demi après. Et là, enfin, ça arrive, tu vois. Et c'est annoncé, ça va sortir en septembre 2026 pour de vrai, quoi. En plus de AI Overview, t'as quand même pas AI Mode, qui est quand même méga puissant. Si, il y a AI Mode. En gros, c'est ChatGPT dans Google, tu vois. Google, ouais. Tu vas parler dans Google. Donc, c'est la vraie recherche conversationnelle intégrée dans les outils que tu as l'habitude d'avoir, quoi. Mais je pensais qu'il n'y était pas en France. Et bah, il y est pas. Il va arriver en septembre 2023. En 2026, pardon. Le 23 septembre 2026 pour être précis. Et c'est... En fait, ça a été officialisé par Google. Ça a bloqué pour plein de trucs, notamment des raisons... En fait, il y avait deux grandes raisons. Il y avait les raisons Digital Market Act, RGPD, donc un peu tout ça. Et il y avait un autre réseau. Une autre raison, pardon. C'était le sujet notamment des éditeurs de presse qui disaient, bah, en fait, vous allez aspirer toutes nos données et les gens vont plus visiter notre site. Donc, en fait, ça va avoir un impact négatif pour notre business. Donc, et ça avait beaucoup bloqué. Et t'imagines bien que on est en année pré-électorale. Et donc, forcément, la presse, on chouchoute un peu. Donc, c'est un sujet. Ah, c'est pour ça, en fait. C'est l'explication. Je savais qu'il y avait un truc avec la presse, mais bon, c'est peut-être pas le sujet d'aujourd'hui. Moi, je voulais revenir avec toi sur YouTube. C'est un peu une plateforme, je trouve, qui est un peu délaissée par les annonceurs. Ils ne la comprennent pas trop. Ils ne savent pas trop s'ils peuvent aller chercher de la performance ou de la noto. Il y a beaucoup d'idées reçues. On en parlait tout à l'heure. On ne sait pas forcément bien mesurer la perf. On ne sait pas forcément si notre audience y trouve. On pense qu'il n'y a que des mecs, que c'est pour les gamers, que c'est pas pour tous les produits, qu'il faut faire des tout nouveaux formats, des formats dédiés, que ça coûte cher de faire ces formats. Donc c'est vrai que moi, je connais très peu d'annonceurs qui ont craqué YouTube. Et toi, depuis quelques semaines, tu m'en parles beaucoup. Tu me dis que tu as parlé à Google, qui t'ont donné des infos intéressantes dessus. Ouais. Tu commences à le développer chez des clients. De plus en plus. De plus en plus, que tu veux aussi avoir des créatifs stratégistes pour YouTube. Donc comme quoi, il n'y a pas que sur Meta. Et donc, peut-être pour commencer, j'ai envie de te poser la question simplement, mais pour un annonceur qui dépense du budget sur Meta, sur Google, pourquoi il devrait mettre du budget sur YouTube si en vérité, il peut faire sa noto sur Meta, s'il a déjà beaucoup de vidéos qui fonctionnent sur Meta, s'il fait déjà des Reels? Pourquoi il pourrait aller sur YouTube selon toi et en termes de qu'est-ce qu'il va en retirer de plus par rapport à Meta? Eh bien, c'est un bon point. Je pense que je pense que la première question que je poserais, c'est est-ce que tu utilises YouTube? À fond. Tu es un gros utilisateur de YouTube. Et probablement pour nos auditeurs, je vais leur poser la question à eux, ils doivent te la poser. Est-ce qu'ils sont eux-mêmes utilisateurs de YouTube? Et si c'est le cas, bah en fait, la réponse, elle est juste là, tu vois. On y est. En fait, tout simplement, il y a des audiences sur YouTube, il y a des gens qui regardent YouTube aujourd'hui. Et il y a beaucoup de monde qui regarde YouTube. Ouais. Pour te donner un ordre d'idée, et c'est marrant parce que du coup, tu m'as sorti un peu quelques idées reçues que les gens me donnent, tu vois, sur en fait, YouTube, c'est il y a que des mecs, ou c'est que pour les gamers, comme tu le disais, ou en vrai, c'est pas très quali, ou ce genre de choses. Et en fait, YouTube, c'est beaucoup plus que ça. Déjà, pour donner un peu la data, tu vois, en préparant ce podcast, je me suis dit, j'ai envie que les gens qui vont écouter ce podcast, ils se ressortent en se disant « Ok, maintenant, j'ai une idée vraiment concrète et claire de ce qu'est YouTube, pourquoi ça peut être intéressant pour ma marque, ou pas intéressant pour ma marque aussi, tu vois, peu importe. » Premier sujet, YouTube, c'est 43 millions d'utilisateurs en France. Ouais, donc en gros, c'est t'en as combien des internautes? 50 millions, un truc comme ça? Tu dois avoir, ça doit être ça. En tout cas, il y a 70 millions de Français. T'en as 43 millions qui sont sur YouTube. Et après, effectivement, si tu rapportes sur les internautes, c'est une partie hyper importante de la population française qui est sur YouTube. Ça, c'est un premier point. L'autre point qui est intéressant, c'est que la répartition de cette audience, c'est la répartition parfaite de la population française. Okay. Il y a 52% de femmes en France pour 48% d'hommes.
C'est pareil sur YouTube, donc C'est c'est pareil pour YouTube, exactement ok. les mêmes personnes. Mais de toute façon, en même temps, si tu as 43 millions de Français, forcément c'est la clair. répartition, c'est Elle la va même. être assez proche, ouais. Exactement. Donc en gros, je m'étais pris quelques notes, tu vois. Et l'autre truc qui était intéressant, c'est il y a pas mal d'idées reçues en mode soit c'est que pour les ultra jeunes, soit c'est que, je sais pas moi, pour tu vois, une catégorie de la population, etc. les J'en sais rien, entrepreneurs. des gens, des cadres et tout qui veulent s'informer. Et en fait, je pense que cette réponse, tout le monde l'a selon son prisme. C'est-à-dire que si toi tu consommes, je sais pas moi, des trucs d'entrepreneuriat sport, de santé, ou alors, ok. de sport, en Ouais. fait tu vas avoir que du contenu sport et tu vas dire il y a que des gens qui font du sport. On est d'accord. En fait, c'est là où du coup tu as la puissance de l'algo de YouTube. C'est que bah oui, effectivement, il adapte ton contenu Ouais. parfaitement à ce qui toi t'intéresse en fonction de tes différents sujets et de différentes niches, tu vois. L'algo de recommandation est vraiment bon au niveau organique. Niveau paid, j'arrive pas à le savoir. Je te dis pourquoi j'arrive pas à le savoir, parce que j'ai mis un adblocker simplement, donc je me tape un peu moins les vidéos, les pubs YouTube, donc ça c'est pas bien pour ce podcast. Mais à première vue, est-ce que au niveau des, on en parlera peut-être après, mais au niveau de son algo de recommandation pour le paid, est-ce qu'il est aussi qualitatif que Meta? Parce que tu sais, sur Meta maintenant, c'est vraiment l'organique et le paid sont tellement bien reliés que ce que tu découvres en organique, tu finis par voir des pubs ensuite qui vont être la suite logique de ce que tu as vu. Tu vois ce que je veux dire? Et qui vont anticiper tes comportements. Ouais, en fait, je pense que l'algo de YouTube, enfin de Google sur YouTube, il est quand même beaucoup moins perfectionné encore que celui de Meta. Normal, c'est pas leur corde, c'est pas, on va dire, c'est pas leur vache à lait en clair. termes de business. Exactement. Je pense que YouTube, c'est un canal qui, en fait, pendant longtemps, a pas forcément été trop apprécié des annonceurs, qui le voyaient plus comme un canal de notoriété et beaucoup moins comme un canal de performance. Et je pense que ça a raison, tu vois. Il n'y a pas beaucoup de formats qui vraiment étaient à la performance. Ouais. Et vu que c'était pas trop un canal de perf et que la vache à lait de Google, bah, en fait, c'est littéralement search et shopping, ils se sont dit, bon, en vrai, pas d'intérêt d'être beaucoup plus performant. Puis je pense qu'ils ont quand même complètement changé de mindset à partir de la période Covid et avec les arrivées IA, parce que, en fait, aujourd'hui, la manière dont les gens recherchent est de plus en plus complexe. Ouais. Et de plus en plus de touchpoints différents. Et en fait, il y a du coup un sujet qui revient tout le temps, c'est le sujet de la marque, le sujet de la notoriété et le sujet de la considération à un moment où tu recherches quelque chose. C'est ça. Considération, pour rappel, c'est vraiment quelles options tu compares, sur base de quels critères, etc. Donc tu as envie d'être dans la comparaison, tu as envie d'être dans la boucle. Mais tu as aussi envie qu'on sache que tu existes quand tu es une marque qui a juste envie d'augmenter sa notoriété. Et effectivement, et je pense qu'en fait, ce qui s'est passé sur les audiences, notamment, c'est que je pense que pendant ces dernières années, Google a fait un gros travail de matching entre leurs audiences de YouTube et leurs audiences de search. Explique-moi ça peut-être pour... En fait, il faut voir que, notamment, ça a été le sujet avec Performance Max, et c'est en ça que Performance Max, quand c'est sorti, a été une révolution. C'est qu'en fait, c'était deux logiques publicitaires complètement différentes qui se retrouvaient dans une seule et même campagne. C'est-à-dire que quand tu travailles tes campagnes search ou tes campagnes shopping... Tu es sur de l'intent. Oui, et ton angle premier, c'est le mot-clé. C'est vraiment la recherche de la personne. Donc en fait, même si la personne, elle n'est pas connectée sur Google, à la limite, on s'en fout. Si elle tape chaussures de running, elle cherche une chaussure de running et tu vas mettre une pub de chaussures de running. Donc finalement, tu vois, il n'y a pas vraiment besoin de cette notion d'audience qui est importante. C'est ça, mais c'est pas scalable, on le sait très bien. On arrive toujours au bout de ce qu'on peut aller chercher. Tu es à la limite du nombre de personnes qui recherchent chaussures de running. Tu feras pas plus, entre guillemets, de clics que de nombre de personnes qui recherchent. Ce qu'on reproche parfois à YouTube, c'est que tu peux pas augmenter tes budgets à l'infini, comme ça peut être le cas sur Meta, une fois que tu as trouvé un angle qui fonctionne bien. C'est ça. Malgré tout, il y a quand même énormément de monde sur Google. Donc, je pense qu'il y a quand même des budgets qui sont assez lunaires, parfois même sur la Google Performance. Tu vois, nous, on a des clients, ils investissent 500 000, 600 000 euros par mois. Tu vois, c'est quand même beaucoup. Et après, si tu veux, le gros sujet, c'est que du coup, YouTube, ça fonctionne en partie avec des mots-clés, parce qu'il ne faut pas oublier, YouTube, c'est quand même le deuxième plus gros moteur de recherche, derrière Google. C'est sûr. Et en concurrence avec TikTok, qui est devenu aussi un très bon canal en termes de recherche. Donc, tu avais cet angle mot-clé aussi dans YouTube, mais finalement, cet angle, tu vois, la partie audience, elle n'était peut-être pas suffisamment bossée. Sauf qu'aujourd'hui, et notamment, je pense qu'avec tout l'apprentissage qu'a fait Google grâce aux campagnes Performance Max, aujourd'hui, tu as exactement les mêmes audiences, que ce soit sur le search ou sur YouTube. C'est les mêmes gens. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Et donc, en fait, typiquement, nous, tes stratégies, où on était très, très à la perf dans la manière dont on pilotait nos comptes, en fait, aujourd'hui, on va pouvoir dire, OK, on sait que ces audiences-là, qui sont des audiences qui performent bien en bas de tunnel, on va pouvoir aller les adresser en milieu et en haut de tunnel, parce que c'est les mêmes gens, en fait. Et là, tu parles d'audience. Retargeting, marque, lookalike, etc. Et là, tu vas pouvoir faire plein de choses différentes. Tu vas avoir, sur Google, tu as des audiences qui s'appellent notamment sur le marché.
Donc sur le marché, c'est des gens qui sont prêts à acheter dans un secteur d'activité dédié ou défini. Par exemple, tu pourrais dire les gens qui sont prêts à acheter des micros, tu vois. Ou du matériel de micro, tu vois. Donc ça va être des audiences sur le marché. Et ben en fait, ces audiences-là, tu vas pouvoir les targeter dans YouTube. Donc c'est assez intéressant sur ça, mais effectivement, tu vas avoir aussi des audiences de remarketing, tu vas avoir des audiences démographiques, beaucoup plus classiques dans le format. Et moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, sur ces types d'audiences-là, ça va être, par exemple, des audiences combinées, où tu vas prendre, en fait, certaines audiences démographiques et tu vas les combiner, par exemple, avec des audiences d'affinité. Ou tu vas dire les gens qui aiment bien ça et qui ont fait un master pour avoir certaines catégories de la population ou qui ont fait tel niveau d'études, qui habitent dans telle région. Enfin bref, il y a pas mal de... Tu peux vraiment être granulaire sur le ciblage, à l'inverse de Meta où ça ne sert plus à rien d'être granulaire. Et là, tu dis que niveau audience, c'est de plus en plus qualitatif. C'est ça. Et tu peux être granulaire. En fait, tu peux être assez granulaire sur tes audiences. Je pense que, tu vois, là où Meta a été très fort, c'est que tu lances une créa. Finalement, l'algo, il est capable de taper lui-même les audiences. Exactement. Ce qui est lit à créa. C'est ça. Et aujourd'hui, je pense que Google n'est pas rendu encore à ça. Il y arrivera certainement. Enfin, je veux dire, si Meta l'a fait, tu vois, ils vont y arriver aussi. Je pense qu'ils n'y sont pas encore. Et ils le proposent. Hein. Il y a toujours un peu cette petite option, là, expansion de l'audience. Expansion du signal, tu vois. Et donc, en fait, ça te permet d'aller au-delà de ce que tu as défini dans tes réglages. Ouais. Mais bon, c'est pas forcément là où c'est le plus performant encore aujourd'hui. On se rend compte que c'est pas là où c'est ça, par exemple, tu le fais pas. Tu vas pas forcément le cocher systématiquement. Non, pas systématiquement. Voilà, c'est marrant ça. Parce que sur Meta, c'est devenu obligatoire et il y a 4-5 ans, c'était proposé. C'est ça. Je pense que tu vois, je regardais un peu les stats sur ça, mais sur YouTube, les ratios, ça va être... Si je devais faire, tu vois, un peu... Sur 100% de performance, comment ça se répartit ? Il y a genre 47% de créa, il y a à peu près 35% de media buying. Donc, tu vois, le media buying, c'est quand même beaucoup. Moi, Meta, j'aurais dit 20%. Et le reste, c'est juste la notoriété de la marque. Ouais, ça aide toujours. C'est vrai que c'est bien de le rappeler, c'est que être performant sur une plateforme, c'est pas juste de la créa ou du media buying, c'est aussi ta noto. Plus tu as une noto importante, plus les gens ils ont tendance à cliquer sur tes pubs ou à juste faire confiance et convertir. Et c'est assez marrant que tu dises ça, parce que j'ai un client, je ne vais pas le citer pour ne pas révéler trop d'infos, tu vois, mais en gros, j'ai un client, il a 2 entreprises qui vendent la même catégorie de produits, le même prix, mais il y en a une où ils ont fait un taf de fou sur la notoriété. Et le ROAS, il est grosso modo 35% supérieur dans cette deuxième boîte. C'est vrai, même dit 2 fois supérieur, mais ça ne m'étonne pas. C'est que la brand, c'est tellement important. Enfin, nous, qui n'aime pas, en tant qu'agence, travailler avec une belle brand, avec une belle marque, une marque qui a une auto, qui passe à la TV. Ça perf, en fait. Ça finit toujours par parfait. C'est ça. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, mais ça finit toujours par fonctionner quand tu suis les bonnes pratiques. Je suis en train de regarder un peu mes idées reçues. Donc, j'avais parlé du fait que c'est que pour la auto. C'est vrai que finalement, tu as répondu par le fait que tu peux choisir un peu les signaux d'audience que tu veux. Mais c'est vrai qu'il y a un mode de campagne sur YouTube dont on ne parle pas assez et qui existe depuis, je pense, 3 ans, Demand Gen. Ouais. Demand Gen, moi, je te disais, j'ai toujours eu du mal à le catégoriser. Est-ce que c'est un produit plutôt considération où tu vas juste aller chercher beaucoup d'ajouts au panier ou tu peux vraiment utiliser à la conversion sur des audiences froides ? Eh bien, je te répondrais que c'est un peu les deux. C'est ça, hein, c'est compliqué. En fait, Demand Gen, c'est, si tu veux, c'est un peu la version... milieu de tunnel de Performance Max. C'est-à-dire qu'en gros, ce qu'ils ont essayé de vendre avec Pmax, c'était on va vous accompagner de on vous connaît pas à on va performer. Le truc, c'est que dans Pmax, on vous connaît pas, ça marche pas très bien. Et on va performer si c'est bien géré, ça se passe bien, tu vois. Faut donner quand même des bons assets sur Performance Max pour que ça fonctionne bien, non ? Tu vois, nous, la majorité des fois, on l'utilise en feed-only, en fait. Ça fait que du shopping. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a la fameuse dépémaxisation. Nous, je sais que Thomas et Gabriel, ils font que du shopping maintenant. C'est ça. En fait, nous aujourd'hui, on va utiliser Pmax principalement via des canaux shopping. Ouais. Et quand on veut aller travailler le moyen de tunnel, en fait, il va y avoir search. Ouais. Et si tu veux aller search étendu, il y a AI Max qui arrive. Ouais, j'ai entendu. Mais tu vois, AI Max, typiquement, c'est disponible dans Search, c'est pas disponible dans Pmax. Mais c'est vrai que moi, AI Max, je suis pas expert Google, donc j'ai pas bien compris la distinction entre. AI Max, en gros, c'est qu'il fait un peu tout ce qu'il veut avec les mots-clés, mais il reste dans le Search. C'est alors ça. Que Pmax, va un peu partout dans l'inventaire Google. Ouais. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être beaucoup plus large là où il va diffuser. Ouais. Surtout, il va réécrire tes annonces pour chaque utilisateur selon la donnée qu'il a. Ça, c'est trop bien. C'est trop bien. Donc en fait, c'est un peu comme si tu avais des annonces IA. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, demain, dans les AI Overview,
dans tous les produits IA de Google. Bah, en fait, ça veut dire qu'avec AI Max, il va pouvoir positionner des résultats sponsorisés dont le titre, la description et la structure de l'annonce sera 100% personnalisé par l'IA de Google sur la base de ce que tu lui as fourni. À un moment, quand ça fera sens, quand ce sera bien développé, ça sera important de l'avoir, non ? Je pense que ce sera important. Aujourd'hui, je t'avoue que les tests qu'on mène, franchement, on a du mal à leur donner plus de budget parce qu'on trouve que c'est un produit qui a du mal à aller chercher la perf qu'on cherche avec Search. Mais il va s'améliorer. Et tu vois, DemandGen, tu me posais la question. DemandGen, il y a 1 an et demi, 2 ans, tu m'aurais dit est-ce que tu le recommanderais ? Je t'aurais dit franchement, non, on n'y va pas. Pour le moment, ça ne perf pas, ça n'a pas d'intérêt. Aujourd'hui, oui, tu vois, on fait du DemandGen. Je vais te donner un ordre d'idée. DemandGen, aujourd'hui, ça va être très utilisé sur du remarketing. On va même le piloter au ROAS. Aujourd'hui, sur pas mal de comptes. Voilà. Donc, vraiment piloter à la performance réelle. Voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc là, tu vas augmenter des adsets ou des... Là, tu fais des adsets par audience, je suppose. Des ad-group par... en fonction des objectifs plutôt. En fonction des objectifs. Parce qu'en fait, le DemandGen a un truc qui est hyper stylé, c'est que DemandGen, c'est la seule campagne dans Google où tu peux piloter tous tes ciblages, notamment géographiques, à l'adset. Okay. Et pas au niveau de la campagne. Normalement, la campagne, tu le fais tout au niveau de la campagne. Là, tu peux le faire au niveau de l'adset. Moi, par exemple, j'ai des clients qui ont des points de vente physiques. Et du coup, j'ai tout un taf de créa et de diffusion dans la même campagne de DemandGen par point de vente. Okay. Avec des zones de chalandise spécifiques pour chaque point de vente. Et c'est quoi encore les objectifs que tu as dans DemandGen pour bien que tout le monde comprenne ? Les objectifs disponibles ? Eh bien, en fait, tu as exactement les mêmes que sur des campagnes de perf. Ouais. Donc, grosso modo, tu as pilotage au ROAS, pilotage au CPA cible, pilotage au nombre de conversions ou à la valeur de conversion. Ok. Donc, c'est assez classique d'une campagne de perf à propos. Vraiment. C'est toi qui choisis un peu ton pilotage. T'en as qui le font à ROAS, certains qui le font au CPA cible. Souvent, nous, on va essayer de le piloter le plus possible à la valeur. Ouais. En fait, tu as un vrai gap. J'en parlais avec Bruno Guyot, avec d'autres experts, d'autres experts sur la partie Google Ads. Et en fait, aujourd'hui, tu as un vrai gap dans le pilotage à la performance sur Google. Et à la valeur, pardon. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que derrière une conversion, on va vouloir valoriser cette conversion. Et c'est vrai pour des gens qui font du e-commerce, comme la majorité des clients qu'on accompagne, mais c'est aussi vrai pour des gens qui font de la génération de leads. Ouais. Combien vaut ton lead ? Bien Et sûr. à la limite, c'est pas combien il vaut en euros, ça peut être un scoring que tu vas définir de ton côté pour pouvoir juger la puissance ou la qualité d'un lead, mais c'est important de pouvoir piloter à la valeur, et parce que c'est vraiment cette valeur qui fait la diff, quoi. Ah, c'est marrant, c'est que maintenant, je trouve que sur Média, on n'a pas tant que ça qui pilote à la valeur. On pilote soit au volume de conversion. On peut aussi piloter sur base d'un cost cap, donc c'est-à-dire le maximum que tu es prêt à payer, donc ça va limiter la diffusion quand ça coûte trop cher pour payer un nouveau client. Et évidemment aussi au fait que tu veux toucher juste des nouveaux clients, donc il va prioriser des gens qui ne te connaissent pas encore. Oui, mais ça... Tu vois, c'est des logiques différentes. Oui, mais tu vas pouvoir réappliquer aussi ces logiques-là dans Google, juste tu vas les appliquer un peu différemment. Ouais. Mais dans l'approche... Chez nous, c'est vraiment le pilotage à la valeur. Tu vois, depuis plusieurs années, par exemple, je parle du pilotage à la marge en e-commerce. Ouais, je sais, je vais te reposer la même question. C'est exactement ça, en fait. C'est aux valeurs. Enfin, après, la marge, c'est encore différent. Parce que là, tu veux maximiser la marge. Enfin, tu veux maximiser les produits avec la meilleure marge. La diffusion des produits avec la meilleure marge. Mais en fait, ça, c'est, tu vois, si on sort un peu du sujet YouTube et qu'on prend peut-être un niveau juste un peu au-dessus, c'est tout ce que tu fais dans Google, c'est le pilotage, c'est le tracking. La qualité de ton tracking. Et du coup, ton tracking, il doit être parfaitement aligné avec l'ambition que tu as dans ta boîte. Bien sûr. Moi, j'ai des clients, par exemple, leur logique de réflexion, c'est du chiffre d'affaires hors taxe. Voilà. Et on veut maximiser notre chiffre d'affaires. Bon, fine. À ce moment-là, Google doit être aligné et doit piloter du chiffre d'affaires hors taxe. C'est hyper intéressant comme réflexion. Ouais. Mais par contre, on a des clients qui ont, par exemple, des ratios de marge qui sont très différents d'un produit à l'autre. Je pense, par exemple, à un de mes clients qui est revendeur multimarque. Lui, il va de 10% à 45%. Lui, en fait, le truc, c'est qu'un ROAS, par exemple, à 5, il veut pas dire la même chose en fonction de ses produits. Dans certains cas, il gagne bien sa vie. Dans d'autres cas, il perd de l'argent, tu vois. À 10%, tu perds de l'argent. Donc, clairement. Donc, c'est pour ça que là, du coup, pilotage à la marge, ça fait du sens. On veut maximiser la marge réellement générée. Donc, même sur YouTube, ça peut t'arriver de piloter à la marge, du coup. Seulement sur les campagnes de DemandGen. Seulement sur les campagnes de DemandGen. Parce qu'en fait, du coup, la question que tu apportes, elle est intéressante parce que la sous-jacente de cette question, c'est comment on pilote la performance YouTube. En gros, il y a, je dirais, au moins 2 grands sujets faciles à comprendre pour les gens sur comment on pilote la performance de YouTube.
Déjà, il faut comprendre que YouTube, on n'en a pas trop parlé, mais c'est un des seuls canaux où tu vas avoir vraiment accès à tous les formats. Donc ça va du téléphone portable, format short, reels, TikTok classique, vertical, jusqu'à l'écran de télévision dans le salon des gens. On l'oublie ça. Donc là, dans ce cas, tu dois avoir un format horizontal. Tu dois avoir un format vertical, un format horizontal 16/9. Pour la même pub. Pour la même pub. Pour la même pub, ouais. Ou pour même des pubs, tu peux faire des pubs différentes en fonction aussi des étapes dans ton tunnel, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que YouTube, c'est une des raisons aussi pour lesquelles il faut utiliser YouTube, c'est qu'en fait, Facebook, tu vas pas sur la télé, tu vois. Va pas sur la télé. Insta, elle va pas sur la télé. Aujourd'hui, le seul canal qui va sur la télé, c'est YouTube. Et aussi, par exemple, aux États-Unis, et on commence à avoir la même tendance en France, il y a plus de gens qui allument YouTube sur leur télé que de gens qui regardent la télé. Ouais, c'est ouf ça. Linéaire. Ouais, je comprends. C'est pas, là, tu compares vraiment YouTube face au canal de la télévision, qui n'est pas un canal digital à proprement parler. Et pour tous ceux qui utilisent YouTube dans leur vie quotidienne sur leur télé, déjà, ils vont voir que les publicités, c'est pas les mêmes. Ça dure 1 minute. C'est vrai qu'elles sont... Ouais. Les coupes publicitaires, là où c'est 10 secondes avant de passer. C'est 1 minute, mais t'en as plusieurs. T'en as 3-4 dans... Ouais. Et à chaque fois, tu verras, c'est toujours des contenus très notoriété. J'ai remarqué, ouais. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est des Pampers, c'est des Danone, c'est des Yoplait qui faisaient de la télé. Tu te rappelles de la marque que tu as pris pour ton Internet, O2 ? Ouais. Et je me suis dit, putain, je connais O2. J'ai entendu parler. Et en fait, je les voyais tout le temps à la télé quand on regardait des trucs sur YouTube. Exactement. En fait, ils sont à partir du moment où tu es présent sur ça, sur de la notoriété, sur du top of mind, en fait, les gens vont penser à toi sur ça, tu vois. Attends, encore une fois, je suis pas très bon sur YouTube, je vais pas te dire bêtises, mais tu peux choisir que tes vidéos s'affichent uniquement en format, quand c'est la personne derrière la TV. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc tu vas avoir une optimisation noto pour la TV, une optimisation performance pour téléphone, etc. Et là, tu vas mettre tes shorts, tu vas mettre éventuellement tes formats horizontaux quand la personne est sur son ordi. C'est ça. C'est ça, ok. Tu peux vraiment tout choisir et ça, c'est intéressant. Mais du coup, le sujet dont on parlait, c'était le sujet de la mesure de la performance. Moi, je dirais qu'il y a 2 grands sujets qui sont importants. Premier sujet qui est important à bien comprendre, c'est que le ROAS que vous voyez dans Google Ads ne peut pas être comparé au ROAS que vous voyez dans Facebook. Je vais vous expliquer pourquoi. Ouais, c'est ça, en plus, on a envie de comparer. Qui n'aurait pas envie de comparer la performance de ces vidéos Facebook et celle de YouTube ? Surtout si elles ont le même objectif derrière. Exactement, tu as envie de le comparer parce que tu te dis c'est le même indicateur. Mais en fait, c'est pas exactement le même indicateur. Je vais te donner un exemple très bête. Google, et notamment Google Ads, c'est une des seules plateformes qui permet de travailler de haut en bas. Donc vraiment, de notoriété jusqu'à l'intention du gars qui tape la marque dans Google. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, la manière dont Google attribue dans la même plateforme les différentes conversions, c'est que généralement, il va prendre pour une vente, il va dire, attends, il y a 0,5 de cette vente qui a été fait par cette campagne, 0,25 qui a été fait par cette campagne et 0,25 par celle-là. Ça, c'est vraiment le rêve qu'on pourrait avoir sur Meta. Ça compliquerait les choses, mais tu sais comment c'est sur Meta aussi. Hein. Tu vois une vidéo, tu cliques dessus, tu la regardes, tu cliques dessus, tu vas sur le site et éventuellement, 2 semaines plus tard, tu vas finir par convertir sur une statique. C'est ça. Et c'est la statique qui va tout prendre. Exactement. C'est trop injuste. Mais il y a ce côté très injuste, et ce qui fait que, tu vois, dans cette logique-là, en fait... ta statique, toi, elle va être survalorisée alors que ça dévalorise les autres étapes du tunnel. Et YouTube, c'est la même chose. C'est parce que, imagine que, par exemple, dans ta situation à toi, c'est Facebook qui prend tout. Ouais, bien sûr. Mais moi, dans mon exemple, en fait, YouTube ne va s'octroyer que 25% du crédit. Donc, mécaniquement, ton ROAS sera 4 fois plus bas que la réalité. Potentiellement, oui. Donc, pour comparer, se battre un peu contre ça, Google a rajouté une colonne de personnalisation pour le pilotage de YouTube qui te permet en fait de faire la comparaison des conversions versus les autres plateformes. Donc en fait, ça va calculer de la même façon que calcule Facebook dans cette colonne. C'est marrant ça. Et du coup, ça te permet d'avoir... 7 jours clic, un jour vu, tu veux dire Non, c'est vraiment... En fait, ça va te donner la logique. Je pourrais te donner un article que je te le mettrai dessous, mais en gros, ça va te donner exactement la même logique de pilotage que ce qui est fait dans les plateformes sociales. Ok, donc tu pourrais comparer, ça tombe, ton ROI sera 3 fois plus élevé que celui que YouTube t'affiche. Exactement. Et donc du coup, ça te permet aussi de prendre de la distance par rapport aux data. Surtout, ne comparez pas le ROAS que vous voyez dans YouTube pur et le ROAS que vous voyez dans Facebook pur, parce que c'est pas du tout les mêmes logiques d'attribution. Et donc en fait, vous regardez vraiment des torchons et des serviettes, tu vois, d'une certaine façon. Mais après, je te poserai la question de comment tu fais à mesurer si quand tu augmentes tes budgets YouTube du jour au lendemain, tu mets 3 000 € par mois, alors qu'avant tu mettais 0. Comment tu vois l'impact sur ton compte Google, mais aussi sur ton coût d'acquisition
comment tu vas mesurer tout ça, même si je comprends très bien que ce qu'a fait Google, c'est quand même assez smart, c'est qu'il va, sur une même conversion, il va, à plusieurs types de campagnes, leur donner un crédit. Ça, forcément. Et ça, c'est cool. Et ça, on sait déjà qu'il fait 0,5, etc. Ça, il le fait déjà naturellement. Naturellement. Entre search, shopping, etc. Mais par exemple, ça, c'est un peu la deuxième manière de piloter, tu vois, ta performance sur YouTube. Ouais. Google a sorti, je crois que c'était en fin d'année dernière, une nouvelle option de conversion qui s'appelle Branded Search. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, tu vas pouvoir avoir comme élément de conversion le fait que quelqu'un tape ta marque dans Google. Donc ça, c'est un élément de conversion. Donc, imagine, par exemple, je te donne un parcours très classique. Tu veux t'acheter le micro qu'on a en face de nous. Ouais. Tu vois une pub sur YouTube pour la marque, c'est une marque qui s'appelle Rode. Ouais. Tu prends la marque Rode, tu vois une pub de Rode sur YouTube. Ouais. Tu vas ensuite dans Google et tu tapes Rode. Voilà. Ça déclenche conversion, branded search. Mais sous combien de jours, combien d'heures Là, tu peux régler. Règles, mais je crois que c'est... je vais pas te dire de bêtises, mais je crois que ça doit être jusqu'à 7 jours, un truc comme ça. 7 jours, ok. Je te redonnerai les chiffres précis, je l'ai pas en tête, mais en gros, tu vas pouvoir mesurer en fait le nombre de requêtes de ta marque dans Google qui a généré ta campagne YouTube. Ouais, je comprends. Ça, c'est ouf. Et ça, c'est hyper intéressant parce que avant, ce qui se passait, c'était que souvent, tu disais, OK, alors, je vais lancer des campagnes YouTube. Et puis, tu allais dans le Keyword Planner et tu regardais s'il y a plus de gens qui cherchaient ta marque après. Voilà. Là, tu as quand même quelque chose de beaucoup plus... C'est plus simple, ouais. Voilà. Puis après, Claude, etc., tu t'envoies des rapports semaine après semaine, mois après mois, tu vois la différence. Et après, ce que j'invite tout le monde à faire, et ça, je pense que c'est un point qui est hyper important, c'est les questionnaires post-achat. Ouais, je vais te poser la question d'office. Ça fait partie de la mesure, à quel point ça augmente. Si le mois dernier, il y avait juste 3% des gens qui disaient YouTube et que le mois suivant, après avoir mis 3 000 € par mois, il y a 6% des gens qui te disent que qui t'ont découvert sur YouTube, tu peux calculer un calque déclaratif et voir la différence. C'est ça, exactement. Et en fait, au moins, ça te donne une idée sur ton vrai business et ça te sort un peu des plateformes. Je dirais que ça reste imparfait, comme il n'y a aucune mesure qui est vraiment parfaite sur ces sujets-là, mais ça te donne au moins une direction, une sensation. Par contre, c'est bien important de le faire tourner au moins 30-60 jours avant de lancer tes campagnes, peu importe d'ailleurs, pour avoir une sorte de base quand même, tu vois, de regarder sur une base... Et tu as remarqué que les annonceurs, les questionnaires post-achat, ils ont toujours l'objection de dire ouais, mais ils se rappellent plus de comment ils nous ont connus, ils peuvent dire une bêtise, mais en fait on s'en fiche, c'est imparfait, mais au final, c'est la tendance qui compte. C'est juste la tendance. Si tu regardes semaine après semaine, comment ces tendances évoluent. Et en fait, le truc, c'est surtout que ces questionnaires-là ne cherchent pas à avoir la vérité, ils cherchent à savoir ce dont les gens se rappellent, ce qui est encore beaucoup plus important que la vérité. On s'en fout s'ils t'ont découvert sur YouTube ou sur Meta. Est-ce qu'ils se rappellent de t'avoir vu sur YouTube? Et tu vois, j'ai un bon exemple sur ça. C'est la marque Asphalt. C'est un très bon exemple. On a eu l'occasion de bosser avec eux pendant un bon moment. Je pense que en France, ça fait partie de ces marques un peu de référence sur YouTube parce qu'ils ont très tôt pris cette vague-là, là où personne n'y croyait vraiment. Moi, je vais te dire un truc sur Asphalt, c'est qu'ils sont tellement bons en storytelling que ça paraît logique qu'ils fassent du YouTube. Ouais, je pense que surtout, ils avaient un contenu YouTube qui était vraiment parfaitement adapté pour le YouTube d'il y a 5-6 ans. Ouais. Tu vois. Et aujourd'hui, ça marche encore, mais tu peux faire plein d'autres choses nouvelles aujourd'hui, tu vois. Mais Asphalt, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire que pour avoir bossé avec eux, je sais que quand j'en parle un peu autour de moi, la plupart des gens me disent, quand je leur pose la question comment t'as connu Asphalt, ils me disent ah, je les ai connus, j'ai vu des pubs sur YouTube, je me suis fait matraquer, j'ai vu plein de pubs, etc. Sauf que, tu vois, en ayant bossé avec eux, je sais que leur mix média, en réalité, YouTube est une partie, mais c'est pas forcément, tu vois, le média ou la part de média que les gens pourraient croire, tu vois. Ouais. Et en fait, il y a aussi ce truc très, très puissant, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui sont sur YouTube, qui sont juste par ailleurs. Et qui passent du temps sur YouTube. Moi, j'en fais partie. Hein. Moi, j'ai beau être un expert méta, mais je suis jamais sur Instagram et sur Facebook. C'est ça qui est fou. C'est ça, pareil. C'est pareil. Ouais, toi aussi, c'est vrai que t'es pas très connecté non plus sur ces plateformes-là. Et le truc, c'est que c'est un des points qui est important, c'est que, et je pense que les gens ne s'en rendent pas compte parce qu'ils sont pas toujours utilisateurs eux-mêmes, mais je regardais les stats, en gros, 60% des utilisateurs de YouTube Short ne sont pas sur Instagram Reels. Ouais. 42% des utilisateurs de YouTube Short ne sont pas sur TikTok. Ouais, donc en vrai, c'est pas les mêmes audiences. Et il y a un autre truc, c'est que sur YouTube, tu as des audiences relativement âgées.
tu vois, tu vas capter, par exemple, je m'étais pris les notes, les 50+, tu vas capter 48% de la population. Ok, donc tu penses que si tu veux toucher les plus jeunes, bah, c'est moins intéressant qu'Instagram ou TikTok, on va se le dire. Je pense que TikTok est peut-être beaucoup plus fort pour les plus jeunes. Ouais. Mais par contre, tu vois, je m'étais pris les 25-49, donc les gens qui ont du pouvoir d'achat. Bah, il y a entre 40 et 50% des gens qui sont sur YouTube. C'est quand même très correct, même s'il y en a peut-être plus sur Instagram. 43 millions de personnes, tu vois. Oui, 40, bien sûr. Mais les gens sont là. En fait, il ne faut pas se dire oui, mais il y en a moins que sur Instagram. C'est juste que c'est à des levées différents. Je ne t'ai pas forcément demandé, mais niveau CPM, où est-ce qu'on en est sur YouTube? J'avoue que je sais pas de stade non, j'ai pas les stats. Et puis surtout, tu sais, c'est beaucoup plus CPV. En fait, le truc, c'est que tu vas piloter. Tu vas pas piloter les mêmes indicateurs en fonction du type de campagne que tu fais. En gros, sur YouTube, tu vas avoir 3 grandes logiques. Tu as une première logique, c'est la logique action. C'est-à-dire, genre vraiment, on veut faire une action à notre utilisateur. On en a parlé, c'est demand gen, c'est les achats. Là, on va piloter, terroas, on veut aller chercher de la performance. Deuxième enjeu, considération. Et là, tu vas beaucoup plus piloter effectivement du CPM ou du coût pour 1000 vues, enfin, peu importe. Et là, ça dépend vachement d'une industrie à l'autre. Et le troisième sujet, c'est le reach. Voilà. Donc ça, c'est vraiment genre télé, tu veux faire de la noto, tu veux que les gens ils te voient. Et du coup, c'est le troisième niveau. Mais voilà, chaque niveau a un peu son objectif et ses enjeux. Toi comme moi, je pense qu'on est très perf. Donc en fait, on s'intéresse vachement au bas de tunnel. Ouais, j'allais te dire, c'est que toi, tu as des trucs bas de tunnel et tu as aussi des trucs haut de tunnel, mais est-ce que tu vas beaucoup en considération? Eh bien, de plus en plus. Parce que Demand Gen, pour le coup, c'est un canal qui commence à vraiment performer, même sur du moyen tunnel. Ok. Et donc c'est vraiment. Tu vois des conversions qui remontent, tac. Ok. Ouais. Et avec des ROAS qui sont 20% en dessous de nos campagnes shopping. Ok. Et 20% en dessous pour de la considération, c'est extrêmement bien. Tu vois. Ça. Ouais, c'est super bien. Surtout que tu sais que c'est dévalorisé en partie, de par le modèle d'attribution. Ouais, c'est trop bien. Donc tu as quand même ce truc-là qui est vachement bien. Et surtout, Demand Gen, un peu les stats, c'est entre 40 et 50% des conversions qui sont faites via Demand Gen sont des net new customers. Okay. Ça va vraiment chercher des audiences vraiment froides. Comment tu sais ça? C'est des recherches, ça? C'est recherches, c'est aussi un peu ce qu'on observe, nous, chez nos clients. On a accompagné, par exemple, une marque de compléments, d'alimentaire pour animaux, qui s'appelle Ziggy Family. Très belle marque, je vous recommande. D'ailleurs, il a fait plusieurs podcasts à Lyosha sur le sujet. On les a accompagnés vraiment dans cette logique, justement, d'acquisition de nouveaux clients. Ouais. En fait, ils faisaient des super choses sur Meta. On leur a dit, les gars, il faut qu'on aille sur Google. Et en fait, très rapidement, Google, même sur cette niche qui pourrait être une niche très social media, c'est devenu le premier canal d'acquisition de nouveaux clients. Ok. Et de très loin. Trop intéressant. C'est là où vous avez un peu tout activé sur Google. T'actives un peu tout, ouais. C'est ça. Tu peux te permettre d'activer un peu tout. C'est vraiment des marques qui peuvent se permettre ça. Peut-être une question intéressante pour, comme toujours, moi j'essaie de me mettre aussi à votre place pour ceux qui nous écoutent, mais à quel moment c'est intéressant d'activer YouTube? Niveau de budget, taille de la marque, etc. Est-ce que tu as des recommandations là-dessus? Secteur aussi? Ouais, en fait, je dirais. En fait, c'est un peu bizarre, je vais te dire, parce que quand nous, on est experts de YouTube, on est experts de Google. Et en fait, quand tu fais du Google depuis longtemps, souvent les gens ils viennent te voir pour de la pure perf. Et du coup, là, il y a un shift qui est en train de s'opérer où on vient nous chercher pour de la perf, on vient nous chercher aussi maintenant de plus en plus sur la partie studio, sur la stratégie créative. Voilà, sur on veut trouver des nouveaux clients via d'autres leviers avec Meta. Et donc, le poids qu'est en train de prendre YouTube depuis, je dirais, 1 an et demi est quand même lunaire. Et donc, ma réponse, elle est pas du tout celle qu'elle aurait été il y a 1 an et demi. C'est que je pense qu'à partir du moment où tu commences à mettre des 20-30 000 sur Meta, il faut que tu fasses du YouTube, tu vois. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il faut que tu diversifies, il faut que tu fasses pas que du Meta, il faut que tu arrives à l'activer aussi. Et je pense que Meta est super fort parce qu'ils arrivent à faire de la perf et ils arrivent à faire de la perf et de la notoriété en même temps. Voilà. Et ça m'amène à ma question, c'est à quel point tu peux reprendre ce que tu fais sur Meta, reprendre tes angles performants sur Meta, tes meilleurs concepts et les transposer sur YouTube. Est-ce que c'est le même métier? Est-ce que la strat créa sur YouTube, dans la philosophie, dans la façon de le faire, est-ce que c'est la même chose que sur Meta? Je dirais oui et non. En fait, à la fois oui, parce que il y a plein de formats. En fait, si tu veux te lancer rapidement et efficacement sur YouTube, je serais toi, évidemment, je reprendrais des assets qui ont bien marché sur Meta et je les testerais sur des formats short. D'ailleurs, même parfois, pour les utilisateurs, ils ont certainement vu ça, mais parfois même YouTube met les formats short sur les formats 16/9. C'est horrible. C'est un peu moche, mais ça a le mérite d'exister, tu vois. Et sur mobile, surtout, ça se met en format mobile. Ouais. Okay. Donc, je serais toi, tu vois, genre, je réutiliserais ces assets-là.
Voilà, que ça, c'est la façon rapide de le faire pour tester. Voilà, ne serait-ce que pour tester. Avec les différentes utilisations qu'on a vues, noto, considération et performance. Donc, effectivement. Après, je pense que dès que tu vas commencer à t'intéresser plus à ce sujet-là, tu vas devoir aussi faire quelques formats natifs YouTube. Ne serait-ce que déjà, le format, c'est 16:9 pour les ordinateurs. Même ne serait-ce que quand les gens ils regardent, généralement YouTube, ils tournent leur écran et ils regardent en format horizontal. Ouais. Hors la partie YouTube Short. Mais sur les formats longs, sur les formats longs, tu vas regarder en horizontal. Donc là, il te faut du coup créer à dédié en horizontal sur ça. Et après, je dirais que il faut se dire un truc, c'est il y a plein d'audiences qui sont sur YouTube qui sont pas sur TikTok, qui sont pas sur Meta, et donc par conséquence, tu vas aussi avoir besoin d'avoir une approche créative potentiellement légèrement différente sur YouTube, parce que les gens vont peut-être pas réagir de la même façon, on va peut-être pas parler le même langage. Je te donne un exemple sur Meta, on sait tous que tout part du problème. Si tu veux faire descendre tes audiences dans le tunnel, prendre des gens qui sont vraiment inconnus, tu dois décrire le problème, tu dois aller bien dans le détail, tu dois l'agiter. Est-ce que sur YouTube, tu fais forcément la même chose ? Pas forcément. Sur YouTube, par exemple, aujourd'hui, les recommandations, c'est un framework qui s'appelle ABCD. Ok. Il vient de toi ou Non, il vient pas de moi. C'est un framework qui est appliqué par pas mal d'agences. C'est aussi un framework qui est poussé avec les équipes de YouTube sur ça. Okay. Nous, on est en étroite collaboration avec eux. Et d'ailleurs, on va probablement être... Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais on va être normalement accrédité aussi YouTube Masters, donc en fait qui est l'équivalent de Google Partners, mais pour YouTube, tu vois. Ah, excellent. Et en gros, sur ça, tu vois, donc le framework, il est assez simple. Le premier A, c'est action. En gros, c'est attention, pardon, c'est pour le hook. C'est très classique, c'est hook. Ouais. Ensuite, le deuxième point qui est important, c'est qu'il faut que les gens ils voient ta marque. Ok. Donc en fait, tu vas plutôt mettre tout de suite le branding, d'où le B. Le B pour branding. Parce qu'en fait, Meta, avant, il disait beaucoup ça, mais en fait, maintenant, limite, la marque, elle arrive à la fin. Mais j'aurais tendance à penser que, tu vois, on pourrait dire que YouTube, c'est un peu méta en termes de créa d'il y a 2-3 ans, tu vois, en termes de pure vidéo, sur les logiques de construction. Avant, il disait oui, il faut une vidéo de 15 secondes, mettre la marque au début, avoir un bon hook, un scroll stopper, comme il disait. C'est ça, scroll stopper. Mais là, tu vas avoir donc hook pour l'attention, B, donc branding, avec là, du coup, tu vas afficher très tôt ta marque pour que les gens l'aient en tête. Ouais. Tu vas ensuite avoir le C, c'est vraiment connexion émotionnelle. Donc là, on va essayer de se connecter émotionnellement ou avec le problème avec les gens. Et le dernier point, c'est D, direction, ils appellent ça. Mais en réalité, nous, on va plutôt l'appeler CTA ou appel à l'action ou prochaine étape, tu vois. Mais c'est assez classique comme format, si tu veux. Mais c'est un format qui marche très bien sur YouTube. Ça me fait trop rire parce qu'en fait, en soi, tu vas pas jusqu'au bout du funnel. Tu veux juste capter l'attention, créer une connexion et faire en sorte que les gens cliquent, parce qu'évidemment sur YouTube ils ont envie de regarder une vidéo juste après, donc ils sont un peu interrompus, on n'a pas trop parlé, mais tu sais, sur Meta, à la limite c'est une page de vente ta vidéo. Tu vas donner les caractéristiques, les bénéfices, de la réassurance, des témoignages clients, un call to action, tu peux faire plein de structures différentes, tu peux faire des trucs hyper natifs, tu peux mettre plein de témoignages durant la vidéo. Là il y a des marketeurs qui disent ouais, en vérité nous on a des performances avec des vidéos de 3 minutes. Mais t'auras jamais ça sur YouTube, on est d'accord. Les vidéos longues. Mais tu sais qu'à un moment donné, je sais pas si t'avais vu, il y a des mecs qui sponsorisaient leur webinaire genre de 1h40 en pub. Mais ça, je veux dire, pour les marques, on va dire. Non, effectivement, tu vas essayer d'avoir des formats plus courts. Tu vas essayer d'avoir des formats aussi divers en fonction peut-être des plateformes. Ce qui marche bien, par exemple, ça va être tous les formats avec les créateurs. Ouais. Ça marche très bien. J'allais t'en parler aussi. Est-ce que ça, c'est une mode sur YouTube ? Parce que là, je sais que YouTube, ils ont sorti leur solution de whitelisting. Je ne sais pas si tu l'as vu passer, celle-là. Je ne l'ai pas vu passer, je crois pas. Et tu vois que tu peux utiliser la page d'un créateur. Ah oui, ouais. Ça s'appelle Partnership Ads. C'est la même chose, pardon, je l'ai mal exprimé, mais c'est ça. C'est exactement ça, en gros. Tu vas pouvoir utiliser la page d'une personne avec qui tu as fait une sponsor pour pouvoir, du coup, rediffuser ça. Exactement. Ça, c'est assez cool parce que en fait, YouTube, c'est là où moi je trouve que c'est une plateforme qui est géniale, c'est que c'est une plateforme qui te permet de faire 3 grands trucs. De l'organique, SEO YouTube. Est-ce que, je sais, c'est une bonne question, est-ce que le fait d'avoir une chaîne YouTube dynamique, ça peut aider au niveau de la performance? Est-ce qu'il y a des études qui le prouvent? Moi, je ne l'ai pas vu particulièrement, mais par contre, ça c'est un point qui est important, c'est que la pub va générer de l'attraction sur l'organique. Normal. Là où, aujourd'hui, je pense que Facebook en organique, bon courage, tu vois. Bon courage. C'est vraiment dur. Mais par contre, c'est bien d'animer ta page. Et de ce que moi j'ai entendu, en tout cas de ce qui se dit dans Meta, c'est que comme il va aussi lire les signaux organiques que tu envoies, c'est bien d'être cohérent entre ce que tu dis dans l'organique et ce que tu dis dans ta publicité. Ok.
Facebook l'a pas dit officiellement, mais encore une fois, les experts disent que. Mais tu vois, je pense que sur YouTube, l'organique, c'est une part très importante. Enfin, je pense, toi comme moi, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien de par nos propres chaînes YouTube sur nos sujets respectifs. C'est un canal qui est phénoménal. Moi, j'ai des clients qui... je regardais... Ça, c'est un truc de fou, mais j'ai un de mes clients. Ils ont arrêté leur activité. C'était un client avec qui on bossait en 2023. Ils ont arrêté leur activité. Et j'ai encore accès au back-office de leur chaîne YouTube. Okay. Ils avaient fait vraiment une stratégie SEO à l'époque. L'année dernière, ils n'ont pas publié une seule vidéo depuis, je crois, c'est septembre 2023. Ouais, ça fait 3 ans. Ouais. 2025, ils ont fait 300 000 vues. Ah, c'est énorme. C'est ce que je fais en une année, je pense. Ils ont fait 300 000 vues, ils n'ont pas publié une seule vidéo. Juste de SEO. Ouais, c'est ça que le SEO YouTube, je pense que, contrairement au SEO, je suis désolé, moi je dis toujours tout le temps que c'est mort. C'est que mon avis. Après, tu avais le GIO, mais le SEO YouTube, c'est un truc à travailler. Hein. Au début, on parlait justement de AI Overview. Ouais. La première source de AI Overview, c'est YouTube. Donc en fait, faire du SEO YouTube, ça fait du sens pour remonter dans les IA de Google. Ouais, parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il va résumer ta vidéo. Il prend toutes les transcriptions. Ouais, c'est juste ça, ouais. Les transcriptions, il a avec les sous-titres. Il transcrit super facilement, ça coûte rien. Il sait de quoi parle ta vidéo, il va te rediriger vers la vidéo. Donc, c'est pour ça, YouTube, pour moi, c'est un canal organique, SEO YouTube. Si vous ne faites pas de vidéo en organique, c'est peut-être le moment de s'y mettre. Ouais. Deuxième, YouTube Ads. Allez faire de la publicité auprès de vos audiences pertinentes. Et ça, justement, belle creative stratégie, bel pilotage média qui est encore très important. Ouais. 3, partenariat avec des créateurs sur YouTube qui sont très forts. Voilà. Et là, tu peux le faire en organique via leur propre communauté et tu vas pouvoir le re-sponsoriser avec la partie ads. Ils ont aussi une Creator Marketplace, j'ai entendu, comme sur Meta. Je ne sais pas s'ils ont une Creator Marketplace. Je pense qu'ils vont l'avoir. Hein. Où tu pourras piocher les créateurs facilement, tu pourras facilement faire des... Ouais. Je pense que c'est déjà arrivé ou que ça va arriver. Moi, ce que j'ai cru comprendre. C'est possible. Je pense qu'il y a... Sur YouTube... En fait, je pense que sur YouTube, comparé peut-être à des plateformes comme Insta ou autres, c'est que YouTube, tu vas avoir une relation très particulière avec ton créateur. Ouais. Beaucoup plus peut-être naturelle et profonde que celle que tu vas avoir sur Insta. Pourquoi ? En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai, ou en tout cas l'expérience que j'en fais personnellement, c'est que, en fait, quand tu vas passer du temps avec ton YouTuber ou ta YouTubeuse favorite, tu vas passer quoi, 10-15 minutes à chaque fois? Ah oui, pardon, excusez-moi, j'avais pas compris. Je pensais la relation entre marque et créateur. Non, la relation que tu as avec ton créateur. Ce qui veut dire aussi que ça se mérite de faire une collab avec des créateurs YouTube. Ouais, je comprends. Tu vois, peut-être plus que je shoot mon produit et puis on se démerde. Et d'ailleurs, j'avais fait un podcast hyper intéressant sur le sujet. C'était il y a un bon moment maintenant, mais sur le podcast Wildbox avec Axel qui gérait justement des... Axel Lenourry, vous pouvez retrouver. On mettra peut-être le lien, je te l'enverrai. Mais en gros, elle m'expliquait c'était quoi sa stratégie pour travailler avec des créateurs YouTube. Elle avait travaillé justement, elle travaillait pour Fiverr. Ouais. Et elle faisait toute la stratégie de créateurs pour Fiverr, donc le site, tu sais, de freelance là. Ouais. Et du coup, elle a travaillé avec des créateurs qui vont de, tu vois, très humoristiques à des orchestres, enfin des trucs très très divers. Ouais. Et en fait, tu te rends compte qu'à chaque fois, et déjà, et c'était le cas il y a 3 ans, il y a cette relation humaine avec la marque qui est hyper importante pour les créateurs YouTube. Bien sûr. Ouais, donc c'est pas comme Meta où en quelque sorte tu vas en avoir plein avec qui tu discutes et tu vas faire une collab un peu court terme. Je pense que tu peux le faire, mais t'es peut-être pas là où tu auras les plus beaux résultats. Non, mais je vois, c'est pas la même logique. C'est pas du tout la même logique. Là, c'est presque devenu un supermarché, les créateurs sur Meta. Tu vois, c'est les marques, elles vont choisir celui ou celle qui résonne le mieux avec l'audience cible qu'elles souhaitent atteindre. Elles vont bosser avec elles, ça marche bien, on va peut-être faire d'autres vidéos, mais elles vont aussi bosser avec 10 autres créateurs, créatrices. Mais je pense que tu vas pouvoir faire des équivalents sur YouTube. Je vois pas pourquoi, tu vois, genre ça marcherait pas du tout sur YouTube. Oui, mais je pense que la valeur de YouTube va un peu au-delà, notamment sur les formats moyens longs, tu vois. Mais moi, je vais dire pourquoi je trouve ça pertinent d'avoir un pool de créateurs avec qui tu as l'habitude de bosser sur YouTube, parce que si tu as le côté organique où, en fait, on retrouve ta marque dans la vidéo du créateur et qu'après... pas, genre 3-4 jours plus tard, tu revois ce même créateur en publicité YouTube Ads. C'est hyper puissant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais clairement. Et il y a un autre truc qui est en train d'arriver. C'est pas vraiment 100% dispo encore, mais en gros, il va remonter dans YouTube, un peu comme sur TikTok Shop. Dans YouTube, on va avoir la possibilité de remonter les produits directement en encart pendant la vidéo quand c'est présenté. Ah, je savais pas. Donc depuis, par exemple, pour les marques qui vendent des produits physiques. Et je ne sais pas encore si Google va prendre cette direction demain, mais même pour la rémunération des créateurs, il y a un monde dans lequel ils vont faire un fonctionnement aussi peut-être à la commission, comme le fait TikTok Shop en fait.
TikTok Shop, c'est un peu ça. Hein. C'est que tu es un créateur, tu vends un produit, tu prends une commission sur la vente qui est réalisée via la plateforme TikTok. Ouais, totalement. Bien, pourquoi pas demain faire la même chose sur YouTube. On peut déjà remonter son flux shopping dans YouTube. Ça ferait sens. Ça ferait sens. Ouais, j'avais pas pensé, ça ferait sens. Bon, on a fait un gros tour sur YouTube. J'ai l'impression, je pense que c'est un bon tour. Un très bon tour. Moi, je pense que peut-être une unique question que je peux te poser, c'est comment tu te lances, les erreurs à éviter, les 2-3 bonnes pratiques rapides, en plus de ce qu'on a dit, mais en soi, je pense qu'on a fait le tour. Je dirais déjà, je pense que c'est important de se donner un budget de test sur ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on utilise déjà Google Ads, d'aller faire des tests. Si on met déjà des gros budgets sur Meta, ça peut être pas mal d'aller tester nos meilleurs créas Meta et aller les mettre sur du demand gen, sur des audiences pertinentes et voir un peu comment ça évolue. Bien se mettre les conversions branded search bien paramétrées, le petit questionnaire post-achat pour avoir une idée, tu vois, de l'impact qu'il y a. Quand même, il y a un point que j'aimerais bien mentionner sur ça qui est important, c'est attention, YouTube est un retour sur investissement plus long c'est ce que j'allais dire, que Facebook et Instagram. Ben oui, tu l'as pas en une semaine. Vas-y, tu as 50% de ta performance qui se fait dans les 4 premiers mois. C'est énorme. Ouais. Et 50% restant entre 5 et 24 mois. Okay. Ça dure longtemps. Ça remonte et ça prend du temps. Mais ce qui est logique aussi, puisque c'est des sujets qui sont un peu plus moyen tunnel. Et évidemment, c'est logique. Mais dans les IA, c'est indispensable. Hein. Ouais, c'est ça. Mais une dernière question, quelle part de ton budget Google tu mets dans YouTube ? Ça dépend vraiment des boîtes. C'est-à-dire que si tu es par exemple, si tu es revendeur multimarque et que tu es dans une approche très performance, bas de tunnel, tu vas avoir 5%, tu vois, max 10, tu vois. Voilà, mais si tu as un asphalte ou si tu es une marque de vêtements, que tu fais de l'acquisition de nouveaux clients ou notamment, tu vois, par exemple, tu es Ziggy, tu vends t'es dans dans l'alimentaire, dans les compléments alimentaires, dans la beauté, cosmétique, en fait, toutes les marques qui marchent bien sur Meta et qui généralement sont un peu moins performantes sur Google, là, ça va être des ratios qui peuvent être à 30-50% de leur budget qui va partir sur ces canaux-là. Donc, je ne vais pas te demander pour tes clients spécifiquement, mais pour ceux que tu as cités, ça pouvait aller jusque-là. Ça peut aller jusque-là, ouais. Okay. Ouais. Et je sais pas ce que j'allais dire là-dessus, pour vraiment terminer avec YouTube. J'avais un dernier point à ajouter, c'est que tu disais que 40 à 50% des conversions, quand elles ont lieu via YouTube, le demand gen, sont en fait des nouveaux clients. C'est ça. C'est une super stat, ça. C'est une super stat parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est un des points, c'est que, et là, je pense que un des éléments qui est intéressant à voir, c'est pour les gens qui ont bien bossé Meta, je pense que l'euro publicitaire supplémentaire à investir, parfois, il aura plus d'impact sur YouTube que sur Meta. Ok. Pas parce que Meta marche pas, juste parce que tu as déjà bien saturé tes audiences Meta et tu as bien bossé ton Meta depuis longtemps, tu vois. Et en fait, peut-être que finalement, ça vaut le coup d'aller chercher des audiences nouvelles, tu vois. Et je dirais, ça, si je peux pas le dire, c'est que pour saturer ces audiences Meta, il faut quand même y aller. Il faut mettre beaucoup de budget, mais on s'entend. Tu vois ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que parfois, même si tu sens forcément aller les saturer, je pense que tu as quand même un CPA marginal qui peut être beaucoup plus élevé que se dire en fait je vais aller toucher des nouvelles audiences. Mais dans tous les cas, pour moi en fait 2026, 2027 et les prochaines années, en fait tu pourras plus dire je fais une stratégie Meta sans faire de stratégie YouTube. C'est un bon mot de la fin. Écoutez, merci à tous de nous avoir écoutés, j'espère que ça vous a plu. Pierre-Baptiste, écoute, on va mettre toutes tes coordonnées, on va mettre la newsletter Whitebox qui est hyper intéressante et les autres podcasts que tu as mentionnés dans les notes de l'épisode, ton LinkedIn, ton site web. C'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais tu fais pas mal d'outils aussi qui sont intéressants pour les annonceurs. Est-ce que tu as un outil lié à YouTube ou... J'ai pas d'outil pour le moment lié à YouTube. Par contre, il y a un truc que je vais faire, c'est que, en gros, j'ai partagé quelques chiffres dans ce podcast. Je vais écrire 2 articles avancés. On mettra les liens en description, justement pour bien comprendre la mesure de la performance et aussi pour bien comprendre les chiffres sur YouTube que vous alliez voir. En fait, c'est quoi la réalité derrière tout ça, vous allez voir, en fait, vous avez des idées reçues et elles sont probablement fausses. Mais du coup, je te mettrai les liens parce que je pense que ça peut intéresser nos auditeurs de pouvoir lire ça, de se rendre compte des vrais chiffres. Hyper intéressant. Merci beaucoup et merci à tous. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et nous laisser des commentaires. Abonnez-vous.